Bonjour, moi c'est Kabibi Chaude, la conteuse africaine francophone. Je partage des histoires de vie réelles et vécues sur ma chaîne YouTube. Si c'est la première fois que tu tombes par hasard sur une de mes vidéos, n'hésite pas à rejoindre la team Kabibi Chaude en t'abonnant et surtout en cliquant sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je partage. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Chaude TV. L'information en temps réel, Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Chaude TV. Yes, en chaleur, je suis heureuse de vous retrouver tous nombreux, connectés, branchés, actifs, présents sur ma chaîne. Merci à vous tous qui n'avez pas hésité à nous rejoindre en vous abonnant et surtout en cliquant sur la cloche de notification pour être au courant quand je suis en direct. Comme vous savez, ici, on partage des histoires de vie, des expériences. On parle des personnes qui ont eu des situations difficiles ou faciles et heureuses qui viennent partager ici sur la toile pour nous encourager, pour apprendre d'eux. Merci à vous tous qui n'hésitez pas à commenter au bas des vidéos. Comme vous savez, nous sommes là pour nous encourager. On apprend des adages différents et des expériences. Pour les personnes qui estiment que je m'exprime mal, que je fais des tournures des français, que je fais des fautes d'orthographe ou d'accent ou de ponctuation, je vous encourage fortement à partir de la chaîne. Parce que je ne vais pas m'améliorer à 43 ans et je ne vais pas apprendre de votre orthographe et de vos commentaires que vous écrivez au bas de la vidéo. Donc toutes les personnes qui estiment qu'elles sont de la team depuis longtemps, qui pensent qu'ils peuvent se donner le droit de m'agresser dans les commentaires, malheureusement je serai obligée de vous bloquer aussi. Donc comme vous savez, ici, nous sommes une team de qualité, d'exception, de différence sur YouTube. On tolère que les personnes respectueuses, réfléchies et intelligentes qui peuvent passer au-dessus de leurs émotions. Merci pour votre compréhension. Comme vous savez, ici, on partage des histoires de vie. Nous allons parler des histoires de Maman Suzanne Ouera. Maman Suzanne Ouera est une femme qui s'ouvre à nous, qui partage son histoire pour toucher une personne dans un coin du monde qui traverse peut-être la même situation qu'elle. Qui est cette dame et quel est son parcours? Suzanne est une jeune fille qui est née dans la ville de Bungoma au Kenya. Elle est née d'une famille très bourgeoise. Comme elle-même elle dit, elle a grandi avec une cuillère en or dans la bouche. Vous comprenez bien que ses parents étaient très aisés financièrement. Elle n'a pas eu de difficultés. Elle vient d'une famille de 4 filles, dont elle est la deuxième. Elle a évolué dans le luxe, dans le confort, comme vous pouvez bien imaginer. En Afrique, quand on est riche, on gâte ses enfants, on les influence positivement. Ses parents étaient très croyants et chrétiens. Elle dit qu'elle a grandi dans une famille chrétienne et croyante, pratiquante depuis le petite enfance. Elle a bien évolué, sans problème, sans difficulté, dans le voisinage avec les copines. Elle a eu une copine, Magali. Avec Magali, quand elles ont eu leur baccalauréat, elles ont décidé d'aller à l'université de Nairobi parce qu'elles étaient des grandes filles. Quand Magali et Suzanne décident d'aller faire l'université à Nairobi, les parents sont contre. Les parents de Suzanne ne sont pas motivés. Le papa est contre l'idée que Suzanne parte de la maison, loin d'eux, aller vivre à Nairobi toute seule. Vous connaissez la relation des mamans et leurs filles. Suzanne a pleuré chez sa maman, convaincu sa maman. Les mamans, vous connaissez les mamans. La maman allait voir le papa, laisse-moi Suzanne, Magali va partir, Suzanne va rester ici seule, elles sont comme des jumelles, pourquoi tu fais ça? L'enfant a déjà grandi, elle a 18 ans, qu'est-ce qui est difficile là-bas? Un jour elle va se marier. Papa dit, elle n'est pas encore mariée, elle reste ici. Il y a l'université ici, non, 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 laisse l'enfant, ils partent habiter, elles vont être à 2. On va chercher la place au home. Avec la maman de Magali, nous-mêmes on va aller à Nairobi. Nous-mêmes on va aller chercher le logement pour les filles, t'inquiète pas, le site universitaire est sécurisé. C'est quoi même? Laisse l'enfant, laisse l'enfant. Suzanne, c'était la première qui partait de chez eux. Quand une maman veut quelque chose, je vous ai toujours dit que la maman, c'est la femme du papa. Si tu vas avoir quelque chose, il faut convaincre la maman. Donc la maman a supplié jusqu'à ce que le papa a lâché. Le papa a accepté. Suzanne a quitté Bungoma pour se rendre à Nairobi. Elles arrivent à Nairobi avec Magali. Elles commencent à habiter dans la même chambre. En tout cas, les mamans sont toujours à l'écoute tout le temps. Suzanne, c'est comment? Aujourd'hui, vous vous êtes lavé, vous êtes parti, vous avez mangé quoi? Vous avez fait comment? Vous connaissez les mamans et leur fonctionnement. Elles ont commencé à surveiller les filles. Les filles ont bien commencé, la blaisaille et tout ça.
La première étape s'est bien passée. En plein milieu de la première année, Suzanne comprend qu'à l'université, tout le monde a un copain. Et elle aussi, les garçons l'appellent et les gens la convoitent. Quand même, Suzanne, c'est comment? Bon, elle explique à Magali. Magali lui dit, écoute Suzanne, moi-même j'ai l'intention de dire oui à Papicho. Ah bon? Elle dit, pourquoi? Elle dit non, parce que Papicho, quand je cause avec lui et tout ça, je sens qu'il est intelligent, il me convient et tout ça. Elle dit, ah bon? Suzanne comprend qu'elle sera maintenant la seule qui n'a pas de copain. Elle a regardé dans la liste de tous les prétendants, elle a pointé Jérémy. Jérémy qui est un garçon de bonne famille aussi à Nairobi. Bonne famille, mais pas au niveau de bonne famille, de la famille de Suzanne. C'est comme ça qu'elle regarde par rapport à la liste des garçons des prétendants. Elle a pointé Jérémy. Elle a dit oui à Jérémy. C'est comme ça que Suzanne rencontre Jérémy sur le site universitaire. Et c'est son premier dans la vie. Parce que Suzanne a grandi dans une famille chrétienne, croyante, pratiquante, avec papa et maman derrière. Vous connaissez un peu ce genre de famille-là. Elle commence la vie à l'université. C'est Jérémy qui lui apprend tout. Elle sort 4 mois avec Jérémy, jusqu'à ce qu'elle commence à sentir qu'elle commence à chauffer. Quand il fait chaud là au Kenya, elle est là chaud fois 4. Elle dit à sa copine, la façon que moi je transpire là, que moi je sens la chaleur de partout là, je ne comprends pas. Sa copine lui dit, quel genre de chaleur ma chérie? La façon qu'il fait chaud à Nairobi. C'est comme ça qu'il faisait chaud à Bougama. Comment toi tu as chaud fois 2? Elle dit non. Je te dis que j'ai les stress, j'ai les fatigues, j'ai les sommeils, j'ai tout ce que tu veux. Ma copine, c'est pas comme si nous sommes des enfants. Toi et moi, nous savons que ça fait 4 mois qu'on a des copains. Comment toi, tu es fatigué comme ça? Viens, on va aller faire le test. Elles vont faire le test de grossesse toutes les deux. Suzanne est bien enceinte. Suzanne va enlever les habits. Même pas 1 an à l'université. Tu n'as même pas encore passé des classes. C'est la grossesse que tu es venue porter ici. Elle dit à sa copine Magali, que Dieu vraiment me pardonne. Tu vois, moi, l'enfant là, on est obligé de l'enlever. Magali a dit quoi? Moi, je vais t'aider à faire quoi? Enlever la grossesse. Suzanne, je crois que tu dois trouver une autre copine. C'est pas moi qui vais t'accompagner. Tu veux que ta maman me coupe la tête. Qu'est-ce que je vais dire à ton papa? Moi, je ne veux pas. Maman, je ne suis pas dedans. Nous deux, on a aimé les garçons. Suzanne, comment toi tu es partie tomber enceinte rapidement comme ça? Ça devient son problème à elle personnel. Magali la lâche dans l'histoire. Pourtant, elle a aimé Jérémy parce que Magali lui avait dit qu'elle avait trouvé Papicho. Elle était déjà influencée par Magali. Elle comprend que Magali n'est pas enceinte, elle est enceinte. Elle va dire à Jérémy. Jérémy lui dit, lui il ne voit pas pourquoi elle va avorter. Elle dit, mais Jérémy, je dois avorter parce que je viens de commencer l'université. Est-ce que tu te rends compte? On n'a même pas encore fini la première année. Je vais dire à mes parents que je suis enceinte. On lui a dit, moi, ma grossesse, il ne faut pas avorter. Pourquoi tu vas avorter? Tes parents ont l'argent, les miens aussi. Tu vas accoucher. Moi, mes parents vont prendre soin de l'enfant. Mes parents sont à même de prendre soin de mon enfant. Moi, il me reste 2 ans pour finir l'université. Je ne peux pas te dire d'avorter. Tu es une fille que j'aime bien. Je suis ton premier. Moi, je vais t'épouser. Elle dit, papa, je ne suis pas venue chercher le mariage ici. Mon papa, hey, qu'est-ce que je vais dire à papa? J'ai trahi maman. Ça là, Suzanne, elle est enceinte d'1 mois et demi. Quand ils sont en train de discuter tout ça là. Ils restent tranquilles, négociation pendant 2 semaines. Vous connaissez un peu les jeunes, ils disent on va enlever, on va pas enlever, il faut l'argent, il faut trouver. Elle commence à faire ses recherches des médecins. Elle était déterminée à enlever cette grossesse-là. Qu'est-ce qui se passe? 2 semaines après qu'elle ait découvert qu'elle était enceinte, qu'elle a dit à Jérémy, il y avait un bal sur l'université. C'est comme ça qu'elle tous y sortent en tant que jeune. Elle dit à Jérémy, elle ne va pas sortir parce qu'elle est stressée. Elle est enceinte, elle va aller chercher quoi là-bas, les gens vont s'amuser. Donc, ils sont sortis, même Magali est sortie avec son copain et tout ça, parce que Magali commençait à l'éviter, elle avait compris que Suzanne avait de mauvaises intentions, elle ne voulait pas l'accompagner. Donc, quand Jérémy va à la soirée là, il se passe ce qui s'est passé, ils ont bu en tant que jeunes. Après la soirée, il y a eu une bagarre. Pendant la bagarre là, les garçons se sont échangés des coups, ils se sont échangés des bouteilles, ils se sont échangés. Ça veut dire que Jérémy s'est battu après cette bagarre là et on l'a tapé. Quand on l'a tapé, elle ne savait pas. Et là, après seulement, on l'a appelé, on lui dit que non. Jérémy est à la clinique universitaire, il a été vraiment tabassé par un groupe de garçons. C'est comme ça que le lendemain, elle part à l'hôpital. Quand elle arrive, Jérémy n'est pas bien. Il est dans le coma. Parce qu'après les frappes là qu'on l'avait déposé là-bas, sa situation s'est dégradée. Donc Jérémy bien frappé.
Elle est inquiète, elle appelle Magali et tout ça. Et là-bas, à la clinique, elle rencontre les parents de Jérémie. Ils comprennent qu'elle est sa copine parce qu'elle est stressée et tout ça. Ils avaient déjà des rumeurs que Jérémie sortait avec une fille. Et Jérémie avait déjà confié à sa sœur, qui est encore à la maison, que Susanna était enceinte. Jérémie est resté à l'hôpital 2 jours. Jérémie est décédé. Quand Jérémie décède, il était au courant de la grossesse, ça faisait 3 semaines. Donc 2 semaines de connaissance et 1 semaine à l'hôpital, Jérémie est décédé. Le dossier est devenu qu'on doit arrêter les garçons qui l'avaient tapé, les poursuites, les gens ont fui l'université, les parents des autres se sont levés. Vous connaissez un peu les embrouilles de l'Afrique, tout le monde commence à sortir les biceps, les forces. Moi je connais général, je connais commandant, je connais je ne sais pas qui, président de la République. Donc c'est devenu l'embrouille des parents. Le deuil est tombé. Quand le deuil est tombé là, Suzanne est enceinte de 2 mois, elle va vers 2 mois et demi. Elle se retrouve enceinte, qui a perdu le papa de la grossesse, son premier copain, l'homme de sa vie avec qui elle commençait. Ses parents ne sont pas au courant de tout ça. Suzanne a déconcentré, commence les deuils. Suzanne est perdue, elle ne sait pas quoi faire. Magali, c'est sa copine d'enfance. Magali revient dans sa vie, elle dit Suzanne, écoute-moi, ton papa, c'est ton papa. Ce n'est pas un lion. Suzanne, maintenant tu veux faire quoi? Tu veux maintenant aller voter toute seule, Jérémie est déjà mort. Suzanne, moi, je te dis, je ne vais pas t'accompagner. Mais je peux t'accompagner chez vous. Il dit, chez nous faire quoi? Mais il faut qu'on aille dire aux parents, regarde la situation que tu es en train de traverser. Tu es convoqué tous les jours, à la police, à l'université et tout ça. Moi, je ne peux pas continuer à garder ça. Tu me fais porter des charges. C'est mieux hein, qu'on rentre là-bas, à Bougoma là-bas, aller dire aux parents tout ce qui se passe ici. Ce n'est pas normal que tu subisses une pression comme ça. Elle dit tellement qu'elle était perdue. C'est sous l'influence de Magali qu'elle a accepté. Elle a accepté. Elle est partie avec Magali à Bougama. On n'avait pas encore enterré Jérémie. Elle part, elles arrivent, elle commence à pleurer. Elle arrive à la maison, elle ne dit rien. Le papa revient du travail à 17h, il la regarde comme ça. C'est quoi? La maman dit depuis qu'elle est venue avec Magali, elle pleure Magali la console. Elle ne m'a rien dit. Quand le papa vient, il s'assoit, il dit arrêtez vos bêtises et parlez. C'est quoi? Magali, pourquoi ta copine pleure? Oh papa, quand on était parti à l'université pour étudier, maintenant quand on étudiait là, il y a des garçons comme ça, un autre qui s'appelle Papicho, et l'autre là, il s'appelle Jérémie. Maintenant, eux, ils commençaient à nous déranger tout le temps. Ils nous suivaient tout le temps que, oh non, nous, on veut que vous soyez nos fiancés, on va vous épouser. Maintenant, c'est comme ça que Suzanne avait dit que Jérémie va l'épouser. Hein? Il voulait l'épouser, papa. Maintenant, on n'a pas compris comment Jérémie... Ah, Jérémie est parti se battre avec ses amis, papa. Maintenant, Jérémie, à l'université, tout le monde savait qu'il se promenait avec Suzanne. Hein? Il se promenait seulement. Maintenant, on l'a tué. Hein? Maintenant, on a tué Jérémie. Maintenant, on a dit que c'est Suzanne qui l'a tué? Non! On n'a pas dit que Suzanne l'a tué. Maintenant, les gens disent que, oh, peut-être que Suzanne a... Peut-être qu'elle est enceinte de Jérémie, je ne sais pas. C'est ce que les gens ont dit hein, au campus. Maintenant, on ne sait pas si c'est vrai ou c'est faux qu'elle est enceinte. Moi, je ne sais pas. Maintenant, comme moi, je suis comme sa sœur. Quand les gens m'ont dit que... C'est comme si on a dit que Suzanne, elle est enceinte. Moi, j'ai dit que non. Hein, c'est mieux qu'on rentre seulement à Bougoma. On part d'abord aux parents. Peut-être que les parents, vous pouvez peut-être vérifier si c'est la vérité. Parce que, comme on ne sait pas, et puis, au campus, là-bas, il y a le deuil. Les gens sont en train de beaucoup parler. Donc, on avait vu seulement que comme c'était devenu compliqué pour aller là-bas, à l'université, maintenant, les gens nous regardent. Et on a vu seulement comme si on vient un peu se reposer ici à la maison. On reste d'abord pour voir d'abord si ça va passer comment maintenant. C'est pour ça qu'on est venu aujourd'hui. Maintenant, moi, je ne sais pas comment on va faire. La maman s'est levée. Elle a levé le premier pagne. Elle a fermé ça sur sa tête. Susanna, comme tu es assise là-bas, dis-moi, tu es enceinte? Susanna, tu es enceinte ou pas? Toi, à ton âge, tu es à l'université. Tu ne sais pas si tu es enceinte. C'est à l'université qu'on a dit que toi, tu es enceinte. Toi, tu es assise par terre là, tu pleures. Tu es enceinte? Susanna ne répond pas. Vous connaissez nos papas d'Afrique. Quand on te dit déjà une situation comme ça, c'est devenu le problème de la maman. C'est la maman qui a mal éduqué Susanna.
Donc le papa n'a même pas répondu. Quand Susanna elle-même elle a entendu seulement les mouvements, elle était assise par terre en train de pleurer sur les genoux de sa copine. Elle a compris que toute l'explication que sa copine a donnée, le papa n'a pas répondu. Hey, Susanna a commencé à chercher quel chemin elle va sortir. Parce que c'est la maman qui s'est levée, le papa n'a rien dit. Susanna répond. Susanna a commencé le deuil. La maman a attrapé seulement les cheveux de Susanna. Elle a fait mettre debout. Vous connaissez nos mamans africaines comment elles sont. Parce que le papa n'a rien dit. Hey. Quand seulement Magali a vu, la maman a attrapé les cheveux de Susanna, elle a mis debout avec les tissages. Vous connaissez le système là. Vous êtes là, vous connaissez, vous avez fait ça. Magali a fui. Magali a seulement faufilé par la porte là. Sans cynique, elle n'est pas rentrée. Elle a laissé la charge à Susanna et ses parents. La maman l'a tiré avec les tissages jusqu'à la cuisine. Elle a commencé à crier, parle, parle, tu te comportes comme une enfant. Donc toi c'est Magali qui est ton porte-parole. Quand vous êtes venu ici toute l'après-midi, tu es en train de pleurer comme une conne. Tu as le deuil, tu es veuve. Hein? Susanna, ce que Magali a dit c'est quoi? Susanna a commencé à trembler. Oh maman, laisse seulement, attends, moi je vais t'expliquer. C'est-à-dire que moi je ne voulais pas venir. Donc tu ne voulais pas venir. Toi tu es allé à l'université pour étudier. C'est la grossesse que tu es parti étudier là-bas. On allait t'apprendre comment tomber enceinte. La maman fâchée. Susanna a dit que depuis que sa maman l'avait tiré avec le tissage, qu'elle a ramené dans la cuisine, elle a vu son papa 3 jours après. Mais elle dormait dans cette maison-là. Portée disparue, Susanna s'est cachée. Vous connaissez les papas d'Afrique. Elle va sortir par où? Susanna a fait 3 jours dans la chambre sans sortir. Sa maman ne la calculait même pas. Donc, elle vivait seulement avec les oreilles antennes. Comprendre les pas du papa, de la maman, il est sorti, la voiture a démarré. Donc là, vous voyez, dans des situations comme ça, ton nuit se développe. Tu commences à comprendre les mouvements des voitures, des grilles, que ça s'est fermé. Donc papa est sorti, donc le terrain est libre, je peux sortir boire de l'eau et tout ça. Toute la famille alertée. Il y a Susanna est enceinte. Enceinte d'un mort. C'était ça même le problème. C'est comme ça que la maman, 3 jours après, elle est partie chercher des mamans de l'église. Comme c'est une maman chrétienne, les mamans là qui sont un peu, hein, qui connaissent Susanna, qui causaient avec elle, c'était une jeune fille. Elle est partie chercher les mamans là qui sont venues appeler Susanna. Ah, Susanna, toi aussi, tu as fait honte à ta maman. Tu sais que ton papa ne voulait pas. Vous, les enfants d'aujourd'hui, vous nous avez déçus. Explique-moi ce qui se passe. C'est une autre maman à qui elle, Susanna, elle a expliqué toute la vérité. La maman là lui a dit, toi-même tu connais tes parents, ils sont chrétiens. Ils ne peuvent pas te faire avorter. Tu as abîmé tes études toi-même, tu ne vas pas avorter, tu vas accoucher de cet enfant-là. Seulement, il faut que tu donnes les détails, il faut que tu leur expliques bien ce qui est le papa de ta grossesse. Parce que, apparemment, Magali, dans son explication, le garçon-là est mort. Oh oui, il est mort de quoi? Elle répète l'histoire, ok. Il faut que tu donnes les coordonnées de la famille du garçon-là, est-ce qu'ils sont au courant ou pas? Parce que c'est quand même une histoire de naissance. Ce qui est sûr, tu ne vas pas avorter. Tu ne vas pas avorter. Si tu dois arrêter l'université, tu vas arrêter. Tu ne vas pas avorter. Elle a donné les numéros des amis, hein, de Jérémie et tout ça. C'est comme ça qu'ils ont dit que les parents de Jérémie aussi sont en train de la chercher. Parce qu'ils savent que Susanna est enceinte. Et 3 jours après, là, quand ils ont appelé, on avait déjà enterré Jérémie. Donc, elle n'a pas vu, là, on a enterré Jérémie. Donc, les parents se sont appelés entre eux. Ils se sont présentés, les parents de Jérémie étaient au courant, donc ils ont bien discuté. Ils ont dit pour le moment, ils ne sont pas prêts d'en parler, que le temps passe, que le deuil de Jérémie termine, même après 40 jours, ils vont parler, mais que Susanna garde la grossesse là parce que c'est la seule rumeur même des grossesses qu'eux, ils ont de Jérémie. Donc vraiment, ils étaient très contents de savoir que les parents de Susanna étaient d'accord qu'elle accouche. Vous comprenez un peu la honte qu'elle a portée et les traumatismes qu'elle a eu. Susanna est restée là-bas. Après 2 mois, ils sont montés à Nairobi. Ils ont rencontré les parents de Jérémie. Ils ont dit, il faut venir ici, on va te fréquenter. Patati patata et tout. En tout cas, les parents de Jérémie se sont engagés à prendre charge de cette grossesse-là. Mais les parents de Susanna, a vu qu'ils sont bourgeois, ils ont dit non, elle va habiter chez nous. Si vous voulez participer, donner l'argent, il n'y a pas de souci. Donc Susanna a arrêté les études. Elle est rentrée chez eux pour accoucher. Quand elle a accouché son enfant, les parents de Nairobi, là, de Jérémie, sont venus, ils ont vu les bébés et tout et tout. Et à cette époque-là, l'université était fermée, c'était les grandes vacances. Il y a des amis de Jérémie qui sont venus. Ils sont venus la voir à la maison. Donc, les parents de Susanna ont toléré à ce qu'ils viennent parce que Jérémie, quand même, c'était leur ami. Ils voulaient voir, ils étaient au courant et tout ça. Quelques garçons de Nairobi sont venus la visiter. Les parents de Susanna, comme ils ont beaucoup de moyens,
Ils ont dit à leur fille qu'il y aura une bonne qui va s'occuper de l'enfant et que si elle désire continuer les études, elle peut aller étudier. Donc, Susanna, elle a gardé son enfant 1 an parce qu'elle a allaité. Et puis, le temps de se reprendre, de comprendre qu'elle est devenue maman et tout ça. Après, elle a décidé de retourner à l'université. Elle est retournée dans la même université à Nairobi. Quand elle arrive là-bas, Magali est déjà en 3e. Elle reprend la première parce qu'elle n'avait pas fini. Ça veut dire qu'elle et Magali, il y a décalage. Elle et Magali, l'amitié aussi termine. Susanna a commencé l'université, son enfant a bien grandi, ses parents sont très bourgeois, c'est devenu des bébés que la maman frime avec, elle fait avec les Facebook et tout ça, comme vous connaissez. Elle est partie, elle a fait ses cours, elle est devenue très sérieuse. Elle dit quand elle est retournée à l'université, donc même bonjour d'un garçon ne répondait plus. Elle ne répondait plus, elle s'est concentrée, elle a tapé jusqu'en terminale. Susanna est devenue le genre de fille sérieuse à l'université, qui ne rigole pas avec les garçons. Dès qu'elle quitte l'auditoire, elle rentre sur les cahiers, elle commence à lire, elle fait les recherches. Elle est une très bonne juriste. Elle a bien fait son droit. Parce qu'elle disait dans son cœur, je vais finir les études de droit pour moi et Jérémy. Vous vous souvenez que Jérémy lui-même aussi faisait le droit. Donc, elle a fait les études de droit, elle a distingué et tout ça. Ses parents étaient très contents, très honorés. Tout le monde a applaudi. On lui a fait une grosse fête et tout et tout. Elle est rentrée vivre à Bugoma, où elle a grandi, avec son diplôme, avec ambition d'ouvrir son cabinet et tout ça. C'est l'enfant d'un riche. Donc, son papa allait financer les logements et tout ça. Ouvre ton cabinet et tout ça. Achète les beaux meubles de Dubaï et tout ça. Tu commences ton cabinet. Parce qu'elle, elle avait prêté serment. Ok. Dès qu'elle arrive là-bas, elle a déjà grandi, hein? C'est déjà une femme. Elle a déjà un enfant de 6-7 ans et tout ça. Il y a un garçon qui quitte Nairobi, qui vient jusqu'à Bugoma. Augustin. C'est l'ex-ami de Jérémy. Lui, Augustin, il était en polytechnique. Il était ami à Jérémy qui était en droit. Il fait partie du groupe des garçons qui étaient venus la visiter quand elle avait accouché. Ça veut dire que tout le monde avait vu que chez Susanna, c'est bien, les parents ont l'argent, Susanna vit dans les bonnes conditions et tout ça. Augustin décide donc de venir voir Susanna pour lui dire que non, tu vois, moi, vraiment, même si quand tu es revenu, nous on avait déjà quitté les campus, mais tu es une fille que même à Nairobi, on t'a jamais vu dans les boîtes de nuit, on t'a jamais vu dans des bars, il n'y a aucun garçon qui peut dire qu'il sortait avec toi, à part les rumeurs de Jérémy. En tout cas, on n'a jamais rien appris de toi. Tu es une fille sérieuse, une fille qui prie, une fille classe, une fille de bonne famille, tu es intelligente, tu as distingué, tu as patati, tu as patata. Moi, vraiment, Susanna, j'ai envie de me mettre avec toi. Ah bon, elle dit oui, j'ai envie de sortir avec toi. Ok. Susanna, elle a compris quoi? J'ai envie de t'épouser. Vous avez compris? Il lui a dit, j'ai envie de sortir avec toi. Il n'a pas dit que j'ai envie de t'épouser. J'ai envie de sortir avec toi. Elle allait passer déjà étape mariage parce que Susanna, c'est une fille sérieuse. C'est une fille logique. C'est une fille de bonne famille. Qui ne connaît qu'un seul garçon, Jérémy, pendant 4 mois qui est décédé. Donc, elle est d'accord. Ils commencent à sortir ensemble. Maintenant, quand ils veulent sortir ensemble, elle voit que lui commence à lui demander à se comporter comme une femme qu'on a épousée. Elle dit, mais non, moi, tu ne peux pas commencer à t'accoupler avec moi. Moi, j'estime qu'on est dans une période de fiançailles. Il lui dit, non. Comment tu dis qu'on est dans une période de fiançailles? Qu'est-ce que tu définis par période de fiançailles? Moi, ce que je veux de toi, je ne vais pas te le cacher, j'ai envie de faire un enfant avec toi. Elle lui dit, d'accord, moi aussi je te dis, si tu veux faire un enfant avec moi, il faut qu'on se marie. Je ne peux pas faire un enfant avec toi comme ça. Il dit, mais non, on peut juste faire un enfant et tout et tout. Il dit, mais non, comment moi je vais faire juste un enfant comme ça? Je me promène avec toi, je m'expose avec toi. Dans les quartiers ici à Bugoma, ici, les gens commencent à penser même que je suis ta femme. Pendant qu'on est juste fiancés, tous les week-ends, tu quittes Nairobi, tu viens traîner ici, les parents te voient et tout ça. Et toi, tu vas t'élever, tu dis, tu veux me faire un enfant comme ça, comment? Si tu veux un enfant, tu dois m'épouser. Il dit, d'accord. Pour t'épouser, il faut quoi? Ben, tu es Kenyan, il faut la dot, il faut tout ça. Il dit, mais ça engendre nos deux familles. Tu connais bien nos règles kenyanes. Ton enfant là,
Quand tu l'as accouché, tu lui as donné le nom de qui? Oh, je lui ai donné mon nom parce que Jérémie était déjà décédé. Donc, le fils, il lui dit, tu sais bien que dans notre culture, dans notre tradition, si je viens te doter, ton fils doit devenir le mien. Apparemment, c'est dans leur culture kenyenne. Quand tu prends une fille-mère et que tu l'épouses traditionnellement, ça veut dire que tu prends la poule et ses œufs, la poule et ses poussins. Tu ne prends pas la fille et les enfants restent les enfants de quelqu'un d'autre. Si je viens te doter, t'épouser, tu es consciente que Michael devient mon enfant. Michael, c'est l'enfant de Jérémie, mon ami. Moi, ça ne me dérange pas. Mais toi, je ne sais pas. Elle dit, mais ça va me déranger, pourquoi? Si tu seras le papa de ses petits frères. Michael, comme il est là, il a seulement 6 ans. Qu'est-ce qu'il connaît même? Il n'a jamais vu un papa dans sa vie. Il sait qu'il a des grands-parents là-bas au Kenya. Donc, si toi, tu viens m'épouser, Michael va t'appeler papa, tu seras son papa. Il n'y a pas de problème. Elle accepte. Pourquoi elle accepte? Parce qu'elle est surexcitée. Elle est contente que Augustin va l'épouser. Pourquoi elle est contente? Parce que Augustin, là, quand il a terminé en Polytechnique, il est parti se lancer dans un business. Augustin avait une grosse société à Nairobi. C'est pas comme c'était un pauvre. C'était un garçon qui venait déjà avec des grosses Mercedes. Quand il venait là-bas, Bougama là-bas, quand il se promenait, donc les gens regardaient les gens de... Ça, c'est la plaque de Nairobi. Vous voyez un peu, non? Les grosses voitures, le gars frimeur, un bon tonton de Nairobi. Elle est d'accord. C'est pas comme si elle allait avec un pauvre. Elle accepte. Quand elle accepte, ils avaient déjà fait une relation d'à peu près 7 mois. Quand ils ont décidé de se marier, c'est parce qu'elle ne lui donnait pas son corps qu'ils ont décidé de se marier pour qu'elle lui fasse un enfant. Ok, elle dit aux parents que non, Augustin que vous voyez là, il veut m'épouser, les parents sont contents. Ils appellent les familles, ils font la liste de la dot. Une grande dot, classe. Les gens se sont sapés, habillés, cousus les habits, ils ont fait la dot et tout et tout. À la dot, la famille d'Augustin a parlé. Ils ont dit que Michael est devenu leur enfant. Et ils ne font pas de différence. C'est leur femme, ils l'ont accueilli. Ils l'accueillent comme elle est. Ils la prennent comme épouse. Oui, oui, oui. Ça, c'était la dot. Quand la dot termine, elle accepte de commencer à s'accoupler avec lui. Maintenant, elle lui dit que le mariage civil et religieux, c'est pour quand? Il dit, mais toi, tu m'avais dit de t'épouser, je t'ai déjà épousé. Elle dit, mais attends, Augustin, toi et moi, nous sommes universitaires. Donc, toi, tu veux me dire que le mariage coutumier, là, c'est ça le mariage. Mais jamais. Le mariage coutumier, là, moi, je suis toujours chez nous. Le mariage, tu dois m'épouser à l'État. Tu dois m'épouser à l'église. Mais moi, je ne te comprends pas. Donc, toi, le mariage, là, c'est fini, quoi. Il dit, mais non, toi, tu veux quoi? Il dit, mais moi, je veux qu'on se marie. On fait les 3 mariages, non? Ok. Si tu veux qu'on se marie, renseigne-toi, il faut quoi pour se marier? Parce que vous, les femmes, vous êtes toujours comme ça. Vous êtes toujours dans l'extrémité. On sait déjà marier les familles, se connaissent. C'est ça le mariage. Comme toi, tu veux, je ne sais pas quoi. Va te renseigner. Elle entre maintenant dans les activités du mariage. Chercher la salle, chercher la robe. On va m'acheter la robe à Paris. Non, à Londres. On va amener les grands chapeaux pour porter à la mairie. Et tout ça. Elle est surexcitée. Pendant cette période-là, il lui a dit que vu qu'on va se marier, il faut que tu arrêtes de travailler à Bugoma, tu viennes à Nairobi. Parce que tu dois quitter chez tes parents, vu qu'on se marie. Elle est tout à fait d'accord. Elle ferme son cabinet à Bugoma, que son papa lui avait pris. Il avait payé les loyers. Elle part à Nairobi. Elle ne peut pas ouvrir un cabinet parce que Bugoma et Nairobi, ce n'est pas pareil. Elle décide d'aller entrer dans un cabinet où elle va travailler avec d'autres avocats. Elle se lance dans le domaine familial. Elle trouve une place dans un cabinet. Elle commence à travailler à Nairobi. Elle est en train de faire les démarches du mariage. Elle comprend maintenant mieux la société de son mari, ses activités, comment il est, un monsieur arrogant, gonflé, il chasse les gens du travail, il les prend de haut et tout et tout. Elle a dit que, en fait, elle s'en foutait. Elle dit son mari, c'était quelqu'un qui méprisait ses travailleurs, mais tu ne peux pas croire que c'est ces gens-là qui travaillaient pour lui. Les prenait de haut, critiquait ses amis, méprisait l'entourage. C'était lui le meilleur, lui qui connaissait tout. Elle voyait ça. Donc, elle est surexcitée. Elle se lance dans les démarches du mariage. Ils vont trouver la salle à Nairobi. Son mari lui présente ses amis. Vraiment, vous voyez un peu une femme qui veut se marier.
tout se passe très bien. Les pasteurs ont quitté Bugoma pour venir la bénir parce que son mari n'avait pas d'église à Nairobi. Ce n'était pas un pratiquant. Très belle fête et tout ça. Les gens ont bu, les gens ont mangé. Elle est allée habiter en villa parce que Augustin avait une villa. Tout se passe très bien. Le mariage termine, les parents partent. Elle aménage avec Michael. 2 semaines après, son mari vient et lui dit, je ne comprends pas. Toi, tu es à Nairobi ici, ça va faire 7 mois. Parce que tout le temps qu'elle avait trouvé le travail, organisé le mariage. Et il dit, mais tu es allé t'engager dans une église où tu pars mardi, tu pars jeudi, tu pars dimanche, en sachant que ton travail, il termine à 19 h. Donc, dès que tu quittes le travail, tu cours vite à l'église, tu reviens ici à 21 h. Je ne comprends pas ce style de vie-là. Moi, avec moi, ça ne va pas marcher comme ça. Moi, je te dis aujourd'hui, je peux te tolérer d'aller à l'église que dimanche. Mais tes jeux-là que tu termines mardi, tu cours vite à l'église, tu reviens ici à 21 h, moi, je ne suis pas d'accord. Michael est là, il faut l'encadrer. Tu es la maman de la maison, tu n'es pas une copine. Tu es une femme que moi, quand je reviens, je trouve à la maison. Tu peux aller à l'église comme tout le monde, dimanche, en plein soleil, la journée, on comprend que les gens vont prier. Mais c'est quoi ce truc d'aller à l'église 3 fois? Elle lui dit non. Moi, j'ai pris des responsabilités à l'église. Il dit ça, c'est ton problème. Tu vas leur dire que ton mari a dit que ces responsabilités-là, tu les rends. Tu ne peux pas continuer comme ça. Tu as la tâche des femmes et épouses à la maison qui t'attendent. Elle accepte. Ok. Elle est sur les faits accomplis. Elle dit, bon, peut-être c'est un peu exagéré. Elle va expliquer à l'église, ah maman, tu viens de te marier, on ne veut pas de problème. En sachant que c'est une église qu'elle a commencé à fréquenter dès qu'elle est arrivée à Nairobi. Elle commence à aller à l'église que dimanche. Elle tombe enceinte très vite, le mois d'après. Elle lui dit qu'elle est enceinte, il est très content et tout et tout. Il lui dit que maintenant il te faut plus de temps à la maison. Comment toi tu es enceinte, tu es une femme mariée, tu reviens à la maison après 19 h. Moi je ne comprends pas ton cabinet là. Non, 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 non. Moi je veux qu'au plus tard, 18 h, tu sois dans cette maison. Elle dit, avec les embouteillages qu'il y a à Nairobi, quand on te dit 18 h, nous on habitait en villa, dans un quartier résidentiel. Comment je vais quitter la ville pour arriver à la maison à 18 h? Donc je dois partir du cabinet à quelle heure? 16 h 45, au plus tard 17 h, parce que tu vas te taper l'embouteillage. Je dis, mais chérie, à 17 h, c'est quand les gens reviennent du tribunal, les autres collègues, on fait des points, des petites réunions, on voit les derniers clients rapidement, parce que parfois l'après-midi, nous tous, nous sommes dehors, on va voir certaines familles, on va dans des associations et tout ça. C'est compliqué. Comment tu peux m'imposer d'être là à 18 h? Est-ce que toi-même, tu rentres à 18 h? Il a dit, moi, j'ai dit qu'à 18 h, je veux que mon épouse soit à la maison. Deuxième complication. Elle va, elle explique au cabinet et tout ça. Bon, les gens la regardent, c'est un cabinet libéral, hein, chacun gagne son argent. Si toi, tu t'es réduit le temps de travail, ah, les gens savent que bon, les femmes mariées sont comme ça, hein, elles sont des juristes, mais elles sont mariées. Elle accepte jusqu'à ce qu'elle accouche son enfant. Dès qu'elle accouche son premier enfant, c'est un fils. Le garçon est très content, il lui a donné un nom kilométrique, donc tout son nom, le nom de son papa, de son oncle, de son grand-père et tout ça. Très, très, très content. Ok. Le mariage va bien. Dès qu'elle accouche le premier enfant, il lui dit, oh, ça va faire 2 mois que tu as accouché, tu n'as pas perdu le poids. Et je vais perdre le poids comment? Je suis en train de descendre, j'allaite l'enfant. Non, 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 tu me perds ce poids-là, hein? Tu me perds ce poids-là. Je te perds ce poids-là. Je vais perdre le poids. Il faut être un peu patient. Je viens d'accoucher l'enfant à 2 mois. Tu me perds ce poids-là parce que là, je te trouve trop moche, hein? Tu es vraiment moche, tu es bizarre. Regarde, quand tu marches, tu as les frottements dans les jambes. Non, 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 non. Moi, je ne peux pas être avec une femme bizarre comme ça. Moi, tu ne m'attires plus, hein. En tout cas, tu fais un effort, tu me perds ce poids-là. Elle a dit la façon qu'il lui a dit ça, ça l'a choqué, ça l'a blessé, ça l'a remise en question, ça l'a étonné. Elle s'est dit, mais même si j'ai pris du poids, il y a une façon de me dire. Tu ne me parles pas comme ça et tout ça. Mais tu veux que je te dise quoi? Si tu es moche, tu es moche. Moi, je te trouve moche. Tu es moche, tu n'es pas attrayante. Va te mettre devant un miroir, regarde-toi. Tu es toute moche. Tu es toute moche. C'est juste pas possible de vivre avec une femme comme ça. Que tu sois enceinte, on peut comprendre. Mais là, tu n'es pas enceinte. Mets-toi à ma place. Elle dit, ce soir-là, la conversation était tellement bizarre que ça l'a stressée. Elle a dit, ok, je vais commencer à faire alors régime. Mais comment je vais faire régime? Je suis en train d'allaiter l'enfant. Il part, il revient. Il dit, depuis que je t'avais dit de maigrir, tu n'as même pas perdu 1 kilo. En fait, tu t'en fous quoi? Toi, tu crois que moi, je vais aimer une moche femme comme toi? Moi, je ne peux pas rester avec une moche femme comme ça. Hein. Il faut faire des efforts. Hein. La place, ça se mérite. Hein. La place, ça se garde. Hein.
Moi, je t'avais dit que je voulais un enfant. Je ne t'avais pas dit que je voulais me marier. Tu voulais te marier et le mariage, tu ne sais pas le garder. Tu veux garder ton mariage grosse, bizarre comme ça, sale comme tu es. Elle lui dit, Augustin, moi je suis sale. Il dit, tu es toute bizarre, regarde, ta peau est sale. Ta peau est sale, regarde comment ton cou a 2 couleurs. Moi, tu ne m'attires plus. Hein. Moi, je te trouve très moche, vraiment. Je savais que ça n'allait pas marcher. J'ai fait une mauvaise affaire de me marier avec toi. Vraiment, suivre les conseils des femmes, ça peut t'amener que dans des problèmes. Regarde comment tu es devenue. Donc, toi, tu voulais te marier avec moi pour devenir comme ça. Madame, améliore-toi. Arrange-toi parce qu'avec moi, ça ne va pas marcher. Elle est restée bouche bée. Elle avait le bébé. Elle a dit, c'est comme ça qu'il me parle. Elle dit, la personne dont on parle, c'est toi. Ça te frustre, ça te stresse. Il revient. 2 jours après, elle est en train de dormir. Il la réveille. Réveille-toi, réveille-toi. Sors de la chambre. Et elle lui dit, je sors de la chambre, pourquoi? Sors de la chambre, tu fais du bruit avec ton bébé, sortez de la chambre. Oh, le bébé à qui on a donné le nom kilométrique. Ah, je vais faire comment? Elle est partie dormir dans une autre chambre là-bas où il recevait des gens de temps en temps, des familles et tout ça. Elle est partie rester étonnée. Toutes les affaires du bébé sont restées dans la chambre des parents. Il dit, mais comment il peut me chasser la nuit comme ça? Le matin, elle lui demande, Augustin, c'était quoi ce comportement? Le comportement est que moi, je ne supporte pas tes bruits là que tu fais avec ton enfant. Tout le temps, tu bouges dans les lits. Tout le temps, tu es agité dans les lits. Soit tu pars dormir avec ton enfant dans une autre chambre. Moi, j'ai des choses importantes à faire le matin. Je ne peux pas commencer à couper le sommeil tout le temps, tu es là, tu bouges, tu tournes, tu bouges, tu tournes. Un gros boudin comme toi, comme ça, dans les lits. Tu n'es même pas intéressante. Avec ton enfant, non. Trouve-toi une chambre où dormir dans cette maison. Moi, tu ne reviens plus dans ma chambre. Comme ça. Elle a regardé, elle a dit déjà, pourquoi tu me parles comme ça? Je te parle comment? Mais je te dis la vérité, c'est ce que tu es un gros boudin. Regarde-toi dans le miroir, dis-moi si tu trouves la femme là que toi tu vois dans le miroir belle. Dis-moi. Moi, je ne te trouve pas belle. Tu n'es pas attirante, tu es moche. Tu es trop moche. Il prend ses affaires, il sort. Elle reste bouche bée parce qu'il lui a dit ça devant la bonne. La bonne a failli s'enterrer, la bonne a fui. Elle dit, il y a des personnes, quand on les insulte, on les fait souffrir, ils maigrissent des soucis. Mais il y a des gens, plus tu les stresses, plus tu prends du poids. Elle dit, elle a commencé à stresser, elle a commencé à grossir. Elle a pris du poids. Au lieu de maigrir, pendant que lui disait de maigrir, Suzanne, elle a dormi comme ça pendant 4 ans dans une autre chambre. Son mari dormait seul dans la chambre parentale. Son mari, quand il avait besoin d'elle, il lui fait un SMS. Ça peut être à 1 h du matin, à 2 h du matin, à 3 h, quand lui va se rappeler que c'est une femme. Quand il a besoin d'elle, il ne l'appelait pas. Il lui faisait des messages. Donc, tu dois laisser ton téléphone allumé pour entendre son message. Il t'appelle, tu vas dans sa chambre. Quand il termine avec toi, tu ressors. Tu pars dans ta chambre où tu dors, soit avec tes enfants ou tu dors toute seule. Ils ont commencé à habiter comme ça. Elle est tombée enceinte du 2e enfant très vite. Elle a accouché dans le stress. Tous les jours, il lui disait qu'elle était moche. Il a commencé à la tromper. Elle changeait de coiffure chaque semaine. Elle dit, tu vois, quand on te dit que tu es moche, tu commences à croire que tu es moche. Donc, j'allais, on me tresse les cheveux. Quand je rentre, la façon c'est moi qui me regarde, je suis bizarre. Je comprends que je suis moche. Je pars au miroir. Moi-même, je constate, je suis moche. Hein. Vraiment. Qu'est-ce qu'il y a même de moche? Peut-être c'est les cheveux. La ligne là n'est pas au milieu et tout ça. Elle défait les cheveux. Elle part aimer les tissages. Quand elle revient, c'est la façon dont on la regarde. Elle a commencé à développer un complexe. Elle a compris qu'elle était moche, qu'elle était grosse, qu'elle était sale. C'est les 3 injures là que son mari l'insultait. Elle s'habillait dans les plus grandes boutiques de Nairobi. Elle dit, moi-même, un maillot de corps. J'étais juriste. J'achetais ça à 30 €, 40 €. J'achetais mes vêtements que dans les boutiques de Londres. Parce que mon mari m'avait traumatisé, m'avait dit que j'étais sale. Je ne savais pas si j'étais sale où. J'ai commencé à penser à me décaper. J'ai pensé à 1000 choses. Parce que mon mari me disait que j'étais moche. Il m'a brisé déjà mentalement. Il faisait sa vie. Il me trompait. Je ne voulais même pas savoir avec qui. À un moment, elle était enceinte de son 3e enfant. Il a commencé à sortir avec une fille qui le gardait vraiment dehors. Il ne revenait plus, il venait sous, il faisait ce qu'il voulait. Vraiment, la fille là, c'était le terminus. Un jour, il a fini de manger. Il a répondu
au téléphone sur un autre portable. Il est sorti dehors parler au jardin, comme il estimait que moi je ne devais pas entendre. Et son autre portable a sonné. On a déjà écrit mon cœur. Tu es mariée, tu es enceinte, tu vis avec lui. Et dans son portable, on a déjà écrit mon cœur, c'est pas toi qui es en train de l'appeler. Elle a répondu à mon cœur. Allô, mon cœur. Oh, allô, et tout ça. Oh, je me suis trompée. Elle dit, tu t'es pas trompé de numéro. Tu cherches Augustin. Augustin est dehors avec un autre téléphone. Quand tu appelles Augustin là, est-ce que tu sais que Augustin est marié? Tu sais que Augustin c'est un papa de famille? Oh, moi je n'ai rien à discuter avec toi. Il faut voir ça avec lui, hein. Il faut voir ça avec lui. Elle dit, tu n'as pas honte. Toi, tu as quel âge et tout ça? La fille a coupé. Quand la fille a coupé, elle est entrée dans le téléphone d'Augustin. Elle a pris le numéro de la fille. Elle a rappelé la fille. Écoute, n'appelle plus mon mari. La fille a coupé. Elle lui a écrit des messages. Elle a dit, laisse mon mari tranquille. C'est un père de famille. Et tout. Comme les femmes font là, elle a fait la rivalité. Augustin est rentré. Augustin ne savait pas. Ils ont dormi. Le lendemain, Augustin vient la chercher au travail à 10 h. Tu es où? Moi, je suis au travail. Descends ici. Elle descend. Augustin dit, monte dans la voiture. Et elle monte dans les 4x4. Lui, il est devant. Elle est à côté. Elle dit, ces jours-là, elle avait porté un t-shirt polo. Hein, vous voyez les t-shirts avec la marque polo. Elle monte avec son ventre et tout ça. Elle s'assoit à côté d'Augustin. Augustin démarre la voiture. Il commence à partir. Il dit, je vois que dans cette maison-là, il y a un gros manque de respect. Elle dit, dans quelle maison? Il dit, tu sais très bien de quoi je parle. Toi, tu commences à te permettre à répondre à mes appels. Elle dit, quel appel qui était important auquel moi j'ai répondu? Il dit, qui t'a donné le droit? Qui t'a donné le droit à répondre sur mon téléphone? Et qui t'a permis d'appeler ma copine? Elle lui dit, Augustin, à un moment, il faut que tu t'arrêtes. Je suis quand même ton épouse. Comment tu peux écrire mon cœur dans ton téléphone d'une autre fille? Gifle en plein visage. Il est au volant. Elle dit, je n'avais même pas encore fini de parler. C'était la première fois. Elle a reçu une gifle. Vous voyez, quand un homme te donne une gifle avec sa main, pas par devant, mais par derrière. Maintenant, il te tape ça comme ça, en plein visage, il est en train de conduire. Elle est restée bouche bée. Elle a crié. Il a attrapé comme ça au col de son t-shirt là de polo. Il a commencé à tourner le col. Il a commencé à l'étrangler avec. Qui t'a donné les droits? Une main au volant, une main il est en train de la frapper. Il a garé à côté, il a tenu le col. Qui t'a donné le droit? Suzanne a été enceinte. Elle a commencé à trembler. Augustin, 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 laisse-moi, Augustin. Elle a commencé à pousser. Il a laissé. Suzanne, toi tu t'es permis de parler à ma copine comme ça? Prends ton téléphone. Tu l'appelles tout de suite pour t'excuser. Tout de suite, j'ai dit. Parce que si tu ne le fais pas, Suzanne, comme tu vas descendre de cette voiture ici, tu ne mettras plus tes sales pattes dans ma maison. Tu as compris? Rappelle-la. Elle dit, imaginez, la fille que toi tu as insultée hier, tu as menacé hier que laisse mon mari. Ton mari te dit que rappelle-la avec ton numéro à toi pour lui demander pardon. Une fille, tu ne sais pas si elle a 15 ans, si elle a 20 ans, si elle est même quoi, tu ne sais pas. Suzanne a pris le téléphone. Elle a rappelé la fille. Allô, allô. Bon, je t'appelais pour m'excuser. Elle a raccroché. Il lui a donné une gifle en plein visage. Bah, tu joues avec moi. C'est ça t'excuser. Excuse-toi. Rappelle-la, excuse-toi. Hey. Elle a pris le téléphone. Elle a rappelé 2 fois. Allô. Oui, c'est moi Suzanne, la femme d'Ogi. Je t'ai rappelé pour m'excuser. Demander pardon de tout ce que je t'avais dit. Je regrette. Ça ne venait pas de moi. Je ne sais pas pourquoi je vais dire ça. Pardonne-moi, s'il te plaît. Pardonne-moi. La fille a dit, ok, je te pardonne. La fille a raccroché. Elle a dit, quand j'ai commencé à pleurer, je pleurais pas parce qu'on m'avait tapé. J'ai pleuré pour l'humiliation. Je suis maître, je suis avocate des familles. Moi-même, on est en train de me maltraiter. J'ai pleuré, j'ai fondu en larmes, j'ai pleuré, le maquillage tombé sur mon t-shirt. J'étais enceinte. Ogi s'est fâché. Il a dit, c'est la dernière fois que j'apprenne que toi, une moche femme comme ça, laide que tu es, tu prends le courage d'appeler les jolies filles du Kenya pour menacer pour moi. Toi, tu es qui toi? Toi, tu ressembles à quelqu'un qu'on appelle femme? Est-ce qu'une épouse est comme toi? Une épouse ressemble à ça.
Regarde-moi une Susanna comme ça qui me sert à rien. Tu t'es accroché à moi, tu voulais te marier avec moi. Moi, je t'avais dit que je voulais t'épouser. Moi, je t'avais demandé le mariage. Une femme qui s'est mariée toute seule, elle est là, elle pleure dans ma voiture, elle suffoque, elle croit que moi, j'aurais pitié d'elle. Moi, je t'ai déjà demandé un mariage. Moi, je voulais t'épouser. Je suis la femme d'Ogi, la femme que Ogi avait épousée. Ogi t'avait épousé, t'avais demandé la main en mariage. Moi, je t'avais demandé la main. Moi, je t'avais dit que je voulais t'épouser. Hein? Tu fais tout pour qu'on t'épouse, pour commencer à déranger les vies des gens. Tu te permets de l'appeler, tu la connais. Tu connais sa place dans ma vie. Pour te permettre, je suis la femme d'Ogi. Ose encore. Ose encore. Aujourd'hui, j'ai appuyé sur le coup. Demain, je vais appuyer les votes. Allez, descends de ma voiture. Elle dit, quand il me faisait ça, il avait déjà garé la voiture. Les vendeurs de bonbons, de biscuits là. Vous voyez les gens qui veulent essuyer des voitures des gens. Ils viennent, ils voient un papa qui a déjà fermé la voiture, le 4x4 climatisé, avec une maman qui est en train de pleurer dedans. Ce n'est pas une jeune fille, mais une maman. Les petits enfants là, les gens sont en train de s'arrêter, sont en train de regarder. Et dans la voiture aussi, on dirait qu'il y a une dispute. Ouh, il m'a dit de descendre. Je suis descendue dans l'humiliation. Je suis descendue, j'ai pleuré. Ogi a tourné le volant. Il est parti. Il m'a laissé avec la Jeep. Il m'a amené loin du boulot. Je lui ai demandé maintenant, pourquoi il m'a amené ici? Pourquoi il m'a déplacé de la ville? Ah! J'étais tellement mal que j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé tous les clients, tous les rendez-vous que j'avais, j'ai annulé. J'ai pris un taxi, je suis rentrée chez moi. En sachant que moi, je suis une fille qui avait porté la honte chez nous quand j'étais rentrée enceinte. Je voulais changer mon image dans ma famille. Tout ce qui s'est passé dans mon mariage, je ne le disais pas. Je le cachais. Mon mari avait une grande société. Moi, je suis avocate des familles. Je gagne bien ma vie. Mon mari est riche. On habite en Mansion. Hein? Au Kenya, là, on est en villa. On a les travailleurs. Je suis maltraitée, insultée, humiliée, méprisée jour et nuit. Je dors dans ma propre chambre, j'attends les SMS d'un homme qui me trouve laide et moche. Je ne voyais même pas à qui raconter. Je ne savais pas à qui me confier. Mon travail, que les gens qui sont en train de briser leur ménage viennent me parler. Je suis leur avocate. Je vais défendre les gens des mariages brisés. Et moi-même, je suis en train de souffrir comme ça. J'ai pleuré parce que ça m'étouffait. Les gens avaient une autre image de mon mariage. Les gens voyaient comme un couple parfait. Parce que la force d'Ogi, c'était que tout mon entourage, il était gentil avec eux. Que ce soit mes soeurs, que ce soit mes collègues qu'ils connaissaient, qu'ils voyaient de temps en temps. Que ce soit mes amis comme les Magali là, avec qui on a grandi. De temps en temps qu'on se voyait là, parce que quand je suis devenue avocate à Nairobi, Magali aussi travaillait à Nairobi. Donc on a recommencé à se voir de temps en temps, en sachant que moi je devais être chez moi à 18 h tous les jours. Magali, elle travaillait, elle avait sa vie. C'était des gens de temps en temps au téléphone. Tu vois, quand vous n'avez pas fait la même promotion, vous vous séparez. Elle avait ses amis de l'université. Moi aussi, j'ai eu mes amis. Les gens avec qui on a fini, avec qui on s'est séparés en ville. Maintenant, on se connaît, tel est dans tel autre cabinet et tout ça, tel est conseiller juridique ailleurs et tout. Donc, le réseau de Magali n'était pas mon réseau, même si on était copines. Moi, j'ai fini 2 ans après elle. Donc, avec Magali, quand on se voyait, on faisait bonne forme. Magali est très bien mariée à Nairobi. Moi aussi. Mais comment je pouvais aller sortir des choses comme ça que Augustin, comme il est là, chaque matin me dit que je suis laide. Qu'il me trouve sale. Une fille comme moi, sale. J'ai grandi dans l'abondance, mon papa avait l'argent. Je suis devenue sale à quelle occasion? Donc ce jour-là, quand elle est rentrée, elle a tellement pleuré, les yeux gonflés, elle a craqué. Elle a pris le téléphone, elle a appelé sa maman. Elle lui a dit, quitte Bugoma là-bas, tu viens. Viens à Nairobi. Demain matin, je veux te voir. La maman arrive là-bas à 7 h. Elle lui dit, ok, je ne vais pas aller travailler. Je suis dans l'incapacité. Viens, on sort. Elle part loger sa maman ailleurs parce que elle est dépassée. Elle arrive à l'hôtel qu'elle a pris à sa maman. Elle commence à pleurer. Raconter à sa maman que ma vie est gâchée. J'avais eu l'enfant. Maintenant, je me suis mariée. Oh, Guy me fait ça. Oh, Guy m'insultait comme ça. Oh, la maman n'en revenait pas. Elle dit, hein? À quelle occasion?
Elle a dit, c'est comme je t'ai dit. Il m'a dit d'appeler sa copine, de demander pardon à sa copine. Maintenant, je suis humiliée. J'ai même pleuré devant l'enfant là. Maintenant, moi, je vais mourir. Maintenant, moi, je suis fatiguée. Maintenant, je ne veux plus de travail. Maintenant, je ne veux plus du mariage. Maintenant, moi, je vais rentrer chez nous. Moi, je ne peux plus, je ne peux plus. Je ne supporte plus. La maman, elle a dit, tu vas rentrer où? Suzanne, tu es en train d'accoucher le 3e enfant pour Rogi. Tu en auras 4. Tu vas rentrer où? Le mariage, c'est difficile. Le mariage, c'est un combat. Le mariage n'est pas facile, ma fille. Il faut prier. Aïe, maman. Il y a des gens pour qui on ne prie pas. Comment je peux prier pour Rogi qui me traite comme ça? Et tout ça. Une maman chrétienne va te dire quoi? Oh, c'est le combat. Il faut prier. Calme-toi. C'est les crises des garçons. Les hommes, ils sont comme ça. Il va changer. Tu es en train d'accoucher les enfants. Il va grandir. C'est les bêtises. C'est les patatis. C'est les patatas. Sa maman a fait 2 jours à Nairobi. Sa maman l'a calmée. Sa maman l'a convaincu de rester au mariage. Que de toute façon, chez nous, il n'y a pas la place pour te recevoir. Jusqu'à un jour, elle était chez elle comme elle revient à 18h là. Ogi est revenu à la maison. Il est rentré avec sa copine. Ils sont partis boire un verre dans les jardins. L'apéro. Il est parti boire avec sa copine dans son jardin à elle. Ils sont restés, ils ont bu l'apéro, ils ont causé, ils ont rigolé, pendant 1h, 1h30. Après, ils sont sortis, ils sont partis manger au restaurant. Elle suppose. Elle a dit, quand elle a vu seulement la fille assise dans les jardins, elle a fouillé. Elle est partie s'asseoir dans la chambre. Elle était presque à terme. Elle a dit, ça, il veut me faire coucher tout de suite là, ou il veut quoi? Elle est partie rester dans la chambre. Il est sorti. Elle lui a rien demandé. Rien. Et lui aussi, il a fait comme s'il n'avait rien fait. Ils ont continué, toujours dans les systèmes. Il revient 3 jours après, il lui dit, écoute-moi bien. Moi, je ne supporte plus ta voix. Le son de ta voix, ça m'irrite. Le son de ta voix m'irrite. Donc, quand j'entre dans cette maison, ne parle plus. Je ne veux pas t'entendre. Quand tu peux répondre au téléphone, va dans ta chambre où tu habites là-bas. Ce n'est pas que moi, je suis assis là au salon. Je vais profiter un peu de mes enfants, profiter de la télé et tout ça. Toi, tu es là, tu es en train de parler avec ta moche voix là. Garde ta voix pour aller parler au tribunal. Tu fais du bruit dans la maison comme ça, il y a quoi? Quand j'arrive, tu restes calme. Si tu vois que ça te dépasse, tu vas rester dans ta chambre. Tu as compris? Elle n'a rien dit. Elle est partie directement dans la chambre. Parce que si elle dit oui, elle a encore parlé. Elle est partie dans la chambre. Elle a pleuré. La nuit, là, elle a fait des contractions. Elle est partie à l'hôpital. Elle a accouché. Du 3e enfant pour Augustin. Après avoir accouché, elle était vraiment découragée. Magali est venue le lendemain. Elle est dans la chambre. Genre, elle a accouché aujourd'hui à 5h du matin. Magali vient vers les 11h. Elle est déjà dans la chambre parce qu'elle avait bien accouché. Elle est avec le bébé. Magali, viens, ma copine, oh, félicitations, je t'amène les fleurs, est-ce que je t'amène la bouillie, oh, je t'amène la soupe, je t'amène quoi, ma chérie, et tout ça, tout ça. Ils sont en train de causer avec Magali. L'infirmière est entrée. Ah, madame, et tout ça, est-ce que ça va, et tout, et tout. Avant que l'infirmière sorte comme ça, Monsieur Augustin entre. Ah, Magali, ça va ma belle et tout ça. Ah là 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 là, le bébé, oh l'héritier du trône, oh là là. Oh Magali, tu as vu, j'ai fait des beaux bébés, hein, et tout, ça c'est mon fils. Ça se voit que ça c'est du sang d'Augustin, ça. Oh là 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 là. Alors toi, ça fait longtemps, mais je ne t'ai pas vu. Il est resté comme ça, 20 minutes. Il n'a même pas dit bonjour à Suzanne. Maintenant, comme il faisait causer Magali, Magali aussi répondait, ah, Augustin comme ça. Oh, Maintenant, quand Magali parle, elle essaie d'associer Suzanne à la conversation. Suzanne ne dit rien. Et Magali n'a pas compris, elle était un peu perdue. D'abord, il ne lui a pas dit bonjour, il a pris les bébés, il a regardé les bébés, et tout ça, et tout. Et il a pris les rapports, oh, 4 kg 200, oh là 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 là, et tout. Vous voyez un peu les tontons frimaires là. Il a terminé là, déposé les bébés. Bon, moi je vais y aller, hein. Toi, on te voit que dans des occasions comme ça, tu ne viens pas à la maison, et tout. Ils ont causé avec Magali. Il est sorti, il est parti. Magali n'en revenait pas. Il lui a demandé, Suzanne, c'est Augustin, non? Elle dit oui. T'as rien dit? Tu veux qu'ils me disent quoi? Mais, ni bisous, ni bonjour, ni au revoir, ni même félicitations.
Maman, c'est quoi ça? Magali était choquée, scandalisée. Quand maintenant Magali lui a posé la question et qu'elle a eu la douleur de savoir qu'il y a quelqu'un du dehors qui a vu ce qu'elle vit, elle a fondu en larmes. Elle a commencé à pleurer seulement à l'hôpital là. Elle a expliqué toute sa douleur à Magali. Magali n'en revenait pas, elle a dit Susanna. Susanna, c'est ce que tu es en train de vivre. Elle a dit oui. Comme tu l'as vu, ma fille là, il n'a même pas eu honte de toi. Il a dit, il ne veut pas entendre le son de ma voix. Qu'est-ce que tu voulais que je dise? Qu'est-ce que tu voulais? Il lui dit, mais toi, tu es avocate pour les familles. Tu défends les familles. Susanna, toi-même, tu es en famille, non? Ça, c'est quoi? Elle dit, ma chérie, c'est mon mariage. Maman dit que je reste là. Le mariage, c'est un combat. Elle n'a dit jamais. Tu viens d'accoucher, tu as risqué ta vie. Même pas bonjour. Non, 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 non. Magali était dépassée. Quand elle est sortie de l'hôpital, Magali maintenant a eu le souci. Elle a commencé à venir la voir tout le temps. Parce qu'elle s'était mise en congé maternité. C'est là que leur amitié a repris. Parce que Magali, c'est son amie d'enfance. Elle était vraiment choquée de voir la réaction d'Ogi. Donc Magali venait la visiter quand Ogi n'est pas là. Elle va lui demander c'est comment. Elle dit, regarde la chambre où moi j'habite, Susanna. Tu habites dans ta chambre? Comment ça? Vous vivez seulement comme ça. Elle dit, on vit seulement comme ça. Seulement comme tu nous vois là. C'est Magali qui a commencé à la motiver à se réveiller. Elle dit pourquoi? Le problème est que elle a grandi qu'avec des filles. C'est pour ça qu'elle a raconté cette histoire. Elle dit, tu vois, le fait d'avoir grandi qu'avec des filles, ça veut dire que je n'ai jamais vécu avec un garçon dans la maison. Donc, je ne sais pas comment me comporter devant un garçon. En réalité, elle dit, il y a des choses qu'on ne se rend pas compte. Toi, tu peux être une fille que quand tu vois les hommes, tu les affrontes. L'homme parle, tu réponds, tu t'imposes. Mais c'est parce que tu as commencé ça chez vous. Chez vous, tu t'es disputé avec tes grands frères. Tu t'es disputé avec tes petits frères. Vous vous précipitez, vous vous bousculez. Quand vous jouez, quand vous vous lancez le ballon. Donc, tu affrontes les garçons. Tu apprends à discuter avec un garçon. Tu apprends à te défendre devant un garçon. Elle dit, c'est un avantage que tu as dans la vie que tu ne sais pas. Il y a maintenant des filles qui grandissent entre filles. Imagine-moi, j'ai grandi de 0 à 18 ans avec des filles. Des enfants gardés protégés par papa et maman. Des enfants chrétiens qui n'ont pas de copains. Ça veut dire que je ne connais pas les garçons. Quand je dis je ne connais pas, c'est connaître au vrai sens du mot. Je ne connais pas leur comportement. Je ne sais pas comment ils agissent. Et j'ai peur de les affronter. Parce que j'ai peur des garçons. Ce sont des garçons. Les garçons sont plus forts, ils sont plus costauds. Ils ont des voix graves, ils ont l'autorité. Tu peux tomber sur un garçon qui a beaucoup d'autorité. Comment tu vas faire? Toi, tu as peur des garçons. Donc, tout ce que Augustin lui faisait, elle avait peur de répondre. Elle dit, dans le cadre du travail, tu es au travail, tu parles des lois, tu es en train de défendre ton client. Le monsieur qui est devant toi, il te parle comme un avocat de la partie adverse. Il ne te parle pas comme ton frère, il ne te parle pas comme ton mari. Tu n'es pas son ennemi, il ne t'attaque pas toi, il attaque ce que tu dis. Il est contre ce que toi tu demandes. Ce n'est pas ton ennemi. Quand vous terminez, tu dis bonjour confrère. Peut-être même vous êtes du même cabinet. Vous vous connaissez les cabinets, vous partagez les mêmes clients. Vous êtes bien. Tu n'as pas de problème avec lui. Mais un homme qui s'élève, qui ouvre les gros yeux, qui te crée un problème. Toi, tu es une fille qui a peur des garçons. Tu ne connais pas les garçons. Comment tu vas te défendre? C'est pour ça que Magali ne comprenait pas comment Suzanne a resté soumise comme ça. Suzanne avait peur de son mari. Elle dit le premier garçon qu'elle a connu dans sa vie, c'est Jérémie qui est décédé. Jérémie, elle a connu que 4 mois. C'était la première fois dans sa vie. Et elle est restée comme ça jusqu'à ce qu'elle a fini les études. Le deuxième garçon qu'elle a connu dans sa vie, c'est Augustin. Augustin l'a épousé parce qu'elle refusait de lui donner son corps. Mais Augustin a de l'autorité. Quand il lui demandait le corps, il était gentil. Il ne criait pas sur elle. Le jour que Augustin a changé de face, elle n'a pas su faire face à Augustin parce qu'elle n'a jamais fait face à un garçon dans sa vie.
Elle avait tendance à l'obéir parce qu'elle a été éduquée comme ça. Sa maman obéissait à son papa. Sa maman, c'était une femme soumise, bien mariée, la femme d'un riche. Elle est partie. Tu es une fille chrétienne, tu as fait les études, tu as ton travail, tu as ton mari. Ce que le mari dit, c'est comme ça. Je ne pars pas à l'église, je ne pars pas. Rentre à 18h, je rentre. Là, dors dans l'autre chambre, je dors. Et tout ça. C'est comme ça le mariage. Tu dois obéir à ton mari. Tu dois faire ce qu'il veut pour être une bonne épouse. Donc, affronter un homme ne faisait pas partie d'elle. Et lui, il a compris ça. Il a commencé à l'écraser, 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 jusqu'à la convaincre qu'elle ne valait rien du tout. Elle dit, le seul truc qu'elle savait qu'elle avait comme connaissance et conscience, qu'elle était capable, c'était son travail. Parce qu'elle avait distingué à l'université. Elle était très intelligente. Elle connaissait son travail. Elle était un bon avocat. C'est tout. Mais le reste là, elle savait qu'elle est une fausse femme, moche femme, laide femme, sale femme et tout ça. Elle a développé ça. Elle a commencé à se regarder. Elle me dit, je suis moche. Hein. Regarde comment je suis moche. Vraiment, il a raison. Elle dit, elle est restée comme ça. C'est en parlant avec Magali. Magali lui a donné tellement de force, lui dire que rebelle-toi, refuse ça, n'accepte pas ça. Susanna, tu n'es pas la Susanna que moi je connais. Comment tu peux accepter ça? Comment tu peux accepter ça? Elle dit, tu vois, avec la répétition, tu commences à comprendre que ce que tu vis est inadmissible. Que ce mépris-là n'avait pas lieu d'être. Elle dit, toi, tu crois que si tu lui dis ça, il va te faire quoi? Susanna, maintenant, s'il te chasse, ça fait quoi? Elle dit, imagine, j'ai gagné mon argent. Mais quand il me disait, je vais te chasser, j'avais l'impression que s'il me chasse, c'est comme si j'irais dans la rue. Comment je vais faire? En fait, j'étais arrivée au niveau de comment je vais faire. Mais comment tu vas faire? Tu vas faire comment? Elle lui a dit, quand Jérémie est mort, tu as fait comment? Elle lui dit, mais j'étais rentrée chez nous. Elle dit, donc toi, à ton âge, à ton niveau, tu veux rentrer chez vous. Donc tu as même appelé votre maman pour rentrer chez vous. Susanna, comment tu réfléchis comme ça? Donc quand tu chasses du mariage, tu rentres chez vous. Tu veux rentrer chez vous avec 4 enfants. Donc Susanna, dans sa tête, quand le mariage termine, on fait quoi? On rentre chez vous. Tu rentres chez vous. C'est pour ça qu'elle avait appelé sa maman et sa maman lui a dit, reste au mariage. Donc elle n'avait pas d'autre alternative. Elle ne pensait même pas dans sa tête que comment moi, Susanna, je peux prendre une maison et aller habiter avec mes enfants? Elle dit, vous voyez, cette autonomie-là, cette indépendance-là, on la développe quand on sait affronter le monde. Elle dit, j'avais jamais affronté le monde parce que moi, mes parents me payaient l'université. Je n'étais pas une affamée. Je rentrais chez nous les week-ends, voir mon fils en voiture. Maman avait les chauffeurs et tout ça. On vivait bien. Je ne manquais de rien. Quand il me maltraitait, mon fils Michael entendait parce que Michael était plus grand que les autres. Il va aller en Angleterre avec les enfants. Elle venait d'accoucher le 3e bébé. Le bébé avait 6 mois. Elle lui dit, d'accord. Donc, on va faire les démarches. Je dis, non, je vais en Angleterre avec les enfants. Moi, Augustin, je vais avec les enfants. Je n'ai pas dit on va. Je. Donc, il faut que tu me donnes l'acte de naissance de Michael, son premier fils, pour que je lui fasse un passeport. Je fais entrer à l'ambassade pour avoir les visas. Elle lui a dit, si tu pars seul en Angleterre avec les enfants, tu ne vas pas partir avec Michael. Et tu ne vas pas partir avec le bébé non plus. Parce que le bébé a 6 mois. Et tout ça, c'était la première fois qu'elle avait affronté Ogi. Son bébé avait 6 mois. Elle parlait déjà beaucoup avec Magali qui l'encourageait. Elle dit, quand tu es la proie de quelqu'un, il est déjà habitué à ce que tout ce qu'il te dit, tu exécutes. Ce jour-là, quand je lui ai dit non, il s'est retourné, il m'a regardé. C'est comme si je l'avais affronté. C'est comme si j'avais touché à sa sensibilité. Comment lui peut me dire quelque chose et moi j'ai dit non. J'ai commencé ma phrase par non. Il s'est retourné, il m'a giflé en plein visage. Il m'a dit, quand je reviens, que je retrouve ces papiers-là, tu me trouves l'acte de naissance de l'enfant, je vais aller faire le passeport. Il est sorti, il est parti. Quand il est revenu, j'étais tellement fâchée. Au lieu de pleurer, j'étais fâchée. J'ai appelé Magali, je lui ai expliqué. Elle m'a dit, écoute, n'aie pas peur. Même quand il revient, ne lui donne pas. Comme tu as dit non, c'est non. Quand il revient le soir, je lui dis non. Il m'a dit, ok, comme c'est non, tu fais tes affaires, tu sors de cette maison. Il m'a chassé officiellement. J'ai appelé Magali. Je lui ai dit, il m'a chassé. Elle m'a dit, ce n'est pas grave. Je viendrai te chercher. J'ai dit non, ne rentre pas dans cette histoire. Toi, tu es mon ami. Aujourd'hui, si je pars d'ici,
c'est toi que je peux utiliser pour être comme la personne du milieu, qui peut venir peut-être prendre des messages ou raconter des histoires ici. Donc, toi, ne viens pas. Avec Magali, Magali s'est organisée, elle connaissait quelqu'un qui faisait louer des appartements. Elle a appelé la personne, j'ai eu une urgence et tout ça, j'ai ma soeur qui est en difficulté et tout. La personne a dit oui, effectivement, j'ai un appartement de 2 chambres qui est libre. C'était combien? Elle a dit c'était l'équivalent de 300 € à l'époque. Donc elle accepte. La nuit là, lui il a déjà chassé, il sait qu'elle ne va pas partir. Elle va partir où elle est bête. Donc cette nuit là, le matin quand elle se réveille, elle a appelé les gens. Magali l'a aidé à appeler des gens qui ont un camion et tout ça pour venir prendre les affaires. Il ne s'attendait pas à ce qu'elles peuvent partir. Quand il sort le matin, quand je reviens, je ne te trouve pas. Que je ne te trouve pas ici. Il dit ça devant les travailleurs et tout ça, avec l'insolence et tout ça, les mépris. Il insulte et tout ça, il sort et part. Quand maintenant le camion vient, les travailleurs l'appellent. Oh papa, maman est ici, on voit il y a un camion qui est venu. Comment ça un camion? Il dit oh, il y a un camion qui est venu porter ses affaires. Elle dit, vous savez quand la peur sort, quand tu es dans l'affront, tellement que j'avais peur de lui et que j'ai vu que je l'ai affronté, à part la gifle là, il ne m'a rien fait. J'ai dit, donc le matin, il ne m'a pas tapé. C'est bon. Le matin, il est resté sur sa position. C'est bon. J'ai appelé le camion. Quand on le prévient, au lieu de venir, il envoie son père. Parce qu'il sait que j'écoute beaucoup son père, j'avais peur de son père et tout ça. Maintenant, comme j'étais dans les émotions, j'avais peur qu'il vienne me trouver. J'avais peur, j'avais l'adrénaline. Je ne savais pas ce qui m'attendait. Quand son papa est venu, il m'a dit, qu'est-ce que tu es en train de faire? Je dis, je suis en train de partir. Il me demande, tu pars où? J'ai dit, je pars. Ton fils a dit que je parte, donc je pars. Son papa me dit, tu pars avec un bébé de 6 mois. J'ai dit, mais on m'a chassé, on m'a tapé devant les enfants, le soir, devant la bonne, en plein visage. On m'a dit que je parte d'ici. Tu veux que je fasse quoi? Je pars. Le papa prend le bébé et dit non, tu ne peux pas partir. Les enfants, ce sont nos enfants. Il dit, je m'en fous, je pars. C'est comme ça que son papa l'appelle, il dit, mais la fille, elle est en train de partir, elle part avec les enfants. Lui, il quitte maintenant. Il vient pour me dire de laisser les enfants et le bébé. Donc, quand j'ai compris qu'il était en chemin, j'ai pris les 3 enfants, je les ai fait monter dans les camions. Comme son papa était là, je me suis dit, j'ai dit à mon fils aîné, tu portes les bébés. On charge les camions. S'il vient, j'ai dit au chauffeur, tu bloques les portes du camion. Il n'a qu'à me taper à mort devant son père. J'étais prête, je l'avais. Donc, tellement que j'étais stressée, je m'étais dit, il n'a qu'à me tabasser devant son père, parce qu'il a l'habitude de me taper. Effectivement, quand il a vu les yeux de son père, il était incapable même de toucher un de mes cheveux. Il n'a rien fait. J'ai dit, les enfants ne vont pas descendre, on s'est pris la tête et tout et tout. C'était la première fois que je lui répondais dans ma vie. On a démarré les camions, on est parti avec les 3 enfants. Il a appelé ses amis, comme c'est un grand patron au Kenya. Il a appelé là-bas les juges et tout ça, parce que pour dire que j'ai fui avec les enfants, qu'on nous fasse un dossier rapidement pour la garde des enfants. À peine je suis partie, il a dit il doit savoir où ses enfants dormaient. Ils m'ont filé, ils ont su où j'habitais. Ils ont vu que c'était un bel appartement. Il est allé demander qui était le propriétaire. Il est allé voir le propriétaire pour lui dire que lui, est-ce qu'elle s'est rendu compte qu'il logeait la femme de quelqu'un et tout. Je suis redevenue sa femme. Le fait d'être partie, elle dit la nuit là, quand je suis arrivée dans cet appartement, je me suis sentie déchargée. C'est comme si je portais un poids. On dirait que j'avais déjà mis quelqu'un sur mes épaules. Je me suis sentie tellement déchargée. Je me suis demandé qu'est-ce qui m'arrivait tout ce temps. On a commencé la vie, la procédure allait tellement vite. Moi, j'étais avocate des familles, mais lui, il était connecté parce qu'il avait l'argent. Elle dit, malgré que je suis du domaine, je reconnais qu'en Afrique, la puissance de l'argent, c'est quelque chose. Mon mari que j'affrontais, c'était un riche au Kenya. En 2 semaines, on était déjà au tribunal. Et le juge a décidé qu'on devait faire garde partagée. Le juge m'a regardé en face. Il m'a dit, Madame Susanna Wera, vous êtes obligée d'arrêter d'allaiter votre bébé parce que vous allez faire la garde partagée avec un bébé de 6 mois. Garde partagée en Afrique. Déclaration du juge, il a tapé. Pas finito. Donc, lui prend les enfants 1 semaine. Moi, je prends les enfants 1 semaine.
Parce que lui, il demandait même de prendre les enfants à plein temps. Parce que j'avais un appartement de 2 chambres. Lui, il avait une villa. Il a dit que les enfants ne sont pas en condition. J'ai fait dormir les filles et les garçons dans une chambre et tout et tout. J'ai dit que non, moi je dormais au salon. On a de toute façon. Et quand ils étaient là-bas chez lui, chacun avait sa chambre et patati et patata. Il a exigé que les enfants restent dans la même école. Quand je suis partie du mariage, il m'a récupéré la voiture. Je suis partie sans voiture parce qu'il a dit c'est sa voiture. Donc je devais payer les taxis aux enfants pour aller à l'école qui est dans notre quartier résidentiel. On a commencé à galérer. Il fallait que je cherche l'argent pour réaménager du côté où lui il habitait parce que les enfants étaient dans cette école-là que lui il payait. On a fait comme ça pendant 1 mois. 1 mois après, il a fait aménager une fille dans la maison. Je ne sais pas si c'est la même copine ou c'est une autre parce que je ne les connais pas ces femmes. La fille l'a aménagé. Mon fils de 12 ans m'a dit, vu que ce mariage-là n'a tenu que 5 ans et demi. En 5 ans et demi, elle a eu le temps de faire les 3 enfants et toute la souffrance dont on a parlé. Les enfants ont commencé à aller là-bas. Il a imposé aux enfants d'appeler sa copine maman. Elle dit, imagine tes enfants viennent et disent, maman a dit que, et tout ça. Elle dit, tu ne peux pas savoir comment ça m'est brisé. Le premier jour qu'il est venu prendre mes enfants, j'ai pris mon bébé de 6 mois, je lui ai donné. C'était le pire jour de ma vie. J'ai pleuré, 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 fondu en larmes. Je me suis dit, qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi moi? J'ai prié, j'ai pleuré, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? J'ai bien grandi. Quelle offense je t'ai faite pour vivre ça? Je me suis mariée comme tout le monde. C'est quelle qualité de mari que j'ai pris dans ma vie qui va me mépriser comme ça, me faire souffrir jusqu'à ce niveau? Je lui donne un bébé de 6 mois, il part avec. Il n'y a que des travailleurs et ses copines. C'est comme si je lui livrais mes enfants. J'en ai souffert, j'ai pleuré. Il prend les enfants comme ça jusqu'au bébé pendant 1 semaine. Lui et moi, on ne se parle pas. Tu n'as pas le droit d'appeler. Quand mon fils aîné, qui a 12 ans, est là-bas, il n'a pas droit au téléphone. Parce que je vous ai dit que mon fils, c'est son enfant maintenant. C'est son enfant légalement, parce que dans la loi kenyenne, quand tu t'es marié avec une femme, tu prends avec ses enfants, ce sont tes enfants au vrai sens du mot. Donc, il a le droit sur mon enfant. Vu que mon enfant a même commencé à porter son nom quand on s'est marié. Mon fils est né, le fils de Jérémie. Il me prenait les 4 enfants. Il ne prenait pas ses 3 enfants, il prenait les 4. Ça m'arrangeait que Michael parte parce que Michael était le plus grand. Il pouvait voir les choses et pouvait venir m'expliquer. Parce que son aîné, à lui, avait à peine 4 ans et demi. J'avais des petits-enfants. 4 ans et demi, 2 ans et demi et 6 mois. Donc, Michael, quand même, pouvait venir me raconter tout ce qui s'est passé à la maison. Il m'a maltraité comme ça. Toute cette histoire que je vous raconte s'est passée en 2011. C'est aujourd'hui qu'elle vient parler parce que ses enfants ont grandi. Parce que son aîné, aujourd'hui, avec ce monsieur-là, a à peine 16 ans. Donc, les enfants sont toujours en train de faire les va-et-vient, va-et-vient, va-et-vient. Ce qu'elle a conclu de cette histoire est que elle a beaucoup évolué financièrement, elle s'est épanouie dans son travail, elle est dégoûtée par les hommes, elle ne s'est plus remariée, elle est restée seule parce qu'elle estime qu'elle en a assez vu. Elle est dans un combat qui l'a fatiguée, qui l'a essoufflée, elle a beaucoup prié, elle a eu beaucoup d'aide spirituelle, elle a vu des psychologues, elle a fait toutes les démarches pour se reconstruire, elle a pris une grande maison, elle n'habite pas très loin de chez lui. Et ses enfants, ils vont chez lui, ils vont chez elle. Ça va faire 12 ans qu'ils vivent comme ça. Les enfants sont déjà habitués. Par moments, ils s'épuisent, ils n'ont plus envie d'aller. Elle a demandé au juge de revoir son dossier, si elle pouvait garder les enfants. Le juge a dit non, que sa plainte n'avait pas de sens et tout. C'est très dur à vivre ça quand toi-même tu es du domaine, que tu es avocate, que tu défends les familles et que ça t'arrive à toi-même. Aujourd'hui, elle partage cette histoire pour justement donner la force à une personne qui est en train de traverser un divorce très difficile, le mépris, le manque de personnalité dû au mépris, aux injures, aux insultes. Ça te fait croire que tu ne vaux rien en fait. Quand elle a commencé sa vie seule,
Tout ce qu'elle faisait, ça l'étonnait. Elle se disait, en fait, j'étais capable de vivre seule. En fait, j'étais capable de faire ça. En fait, j'étais capable parce que, elle dit, tu viens d'une famille où tu es protégée. Tu vas dans un mariage avec un homme qui a de l'argent, qui est supposé te protéger. En fait, toi, tu n'as jamais rien fait toute seule. Elle était toujours surprise de se dire que je suis arrivée à partir toute seule en Angleterre. Elle était toujours surprise des exploits. Elle appelle ça des exploits. C'est que nous, on appelle communément les activités de la vie normale. Ça l'a dépassé de faire ça. Elle a eu du temps, elle s'est reconstruite et elle partage cette histoire. Pour éveiller les consciences, pour dire aux femmes qu'elles sont capables et qu'elles sont fortes et qu'elles peuvent s'en sortir même après une relation de brisement. Elle dit parce que 5 ans et demi de souffrance, ce n'est pas négligeable. Jour pour jour. Ça fait une très grande partie de ta vie. Quand elle est sortie de ce mariage-là, elle avait l'impression qu'elle avait fait 20 ans de vie commune avec lui. Pendant qu'elle n'avait fait que 5 ans. Elle était brisée et traumatisée. Aujourd'hui, elle a son propre cabinet. Elle ne travaille plus en groupe avec des autres avocats. Elle est installée à son propre compte. C'était le partage de maman Susanna qui a voulu partager avec nous pour rajouter en plus à notre connaissance sur les brisements et les séparations de certains couples. En vous remerciant d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas de laisser au bas de la vidéo en commentaire votre ressenti, votre appréciation et votre encouragement. Merci pour votre présence sur ma chaîne YouTube Kabibi Show TV. Je vous dis à la prochaine pour un autre numéro. Peace and love chez vous. Bye. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, Allez. Oh, partout dans le monde, Bibalete, Kakamoko, c'est Kabibi Show TV. Allez, s'abonner, abonnez-vous massivement. S'abonner, abonnez-vous massivement. S'abonner, abonnez-vous. Oh, Maman Kabibi, moi si à Mayele, Maman Kabibi, Maman Yama Solo, Maman Kabibi, la chaîne est actuelle. Maman Kabibi, information dans la source. Oh, en temps réel, on parle de la réalité, de nos vies et nos parcours que nous traversons. Chez Maman Kabibi, nous recevons des conseils, des avis, des qualités. Dans la team Kabibi Show, la team de qualité, c'est la team d'exception. Oh, Maman Kabibi, Maman africaine, Maman Kabibi, Bendele Amboka, chez Maman Kabibi, moi si Kitoko, Maman Kabibi, la sagesse, la différence, elle nous parle des histoires réelles, l'histoire vécue, remplie des émotions, avec éloquence, classe, la maman de la francophonie. Maman Kabibi, Kabibi Show TV, Maman Kabibi, Maman ya Bana, Maman Kabibi, Maman ya Boboto, Maman Kabibi, Kabibi Show, Kabibi wetwe. La team Kabibi Show TV, Benele Amboka, Topesi Olongonia. Kabibi Show, abonnez-vous massivement. S'abonner, abonnez-vous massivement. S'abonner, abonnez-vous massivement. Topanza sango ya Kabibi Show TV. Toyoki na matoi tomoni na miso tondimi. Tobekeli yoma oko. La team Kabibi Show, Kabibi Show, Kabibi Show. S'abonner, abonnez-vous massivement. S'abonner, abonnez-vous massivement. S'abonner, abonnez-vous massivement.